Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Canal Ivoire. La question de la peine de mort reste l'un des sujets les plus sensibles et controversés à notre époque. En République démocratique du Congo, le débat s'intensifie autour de l'idée d'appliquer la peine de mort aux Kuluna, ces groupes de jeunes souvent associés à des actes de violence urbaine et d'insécurité. Une mesure radicale pour certains, un outil nécessaire pour restaurer la justice et l'ordre public pour d'autres. Cette proposition, cette proposition soulève des interrogations profondes sur les limites du pouvoir gouvernemental, les droits humains et l'efficacité de telles sanctions dans une société marquée par des défis socio-économiques et politiques complexes. Pour explorer cette thématique et en comprendre les enjeux, nous avons l'honneur d'accueillir M. Justin Pametoyi. Il est metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Académie Théâtre de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Figure engagée du monde artistique congolais, il apporte une perspective unique sur la justice, les dérives potentielles du pouvoir et le rôle de l'art dans le débat public. Ensemble, nous discuterons des implications de cette mesure et de son impact sur le tissu social et culturel du pays, qu'on pourrait appeler le pays de Patrice Lumumba. Bonjour à Justin. Bonjour, cher David. Alors, effectivement, comme nous l'avons si bien dit, on va essayer de recentrer le débat. Les Kuluna, qui défraient la chronique ces dernières années, existent en RDC depuis les années 2000. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on en parle beaucoup? Merci beaucoup, cher David. Le phénomène Kuluna sévit depuis les années 2000, comme vous venez de le dire. Mais c'est un phénomène qui a pris donc des allures et puis l'impact sur la scène politique, je peux dire la scène obscure du pays. C'est un phénomène qui vient juste à bout pour déstabiliser le pays et déstabiliser les institutions en passant par l'élimination de gens, le vol, ainsi de suite. En 2003, il y a un phénomène qui avait commencé avec le Kuluna, que je peux citer. C'était commencé des katakata, qui veut dire que les gens qui coupent les gens sans pitié. Et c'est là que ce phénomène a commencé. À l'époque, l'État avait mis en place des systèmes pour pouvoir un peu éradiquer un peu ce système-là de katakata. Peu après 2004, le système avait pris un peu fin et puis jusqu'en 2006-2007, la situation va s'emparer et va être trop pire, je vais dire pire que pire, en 2006. Et ça devient maintenant le système qu'on appelle aujourd'hui Kuluna. C'est un système qui a dérangé le pays. C'était dans des quartiers un peu reculés de la capitale. Maintenant, ça devient dans tous les quartiers, toutes les communes de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas seulement un phénomène qui se trouve dans la ville de Kinshasa seulement, c'est un phénomène qui est allé maintenant dans des provinces, comme les provinces sœurs, qui sont les provinces qui sont proches de la ville de la capitale, Congo central ainsi que Bandundu. Ça devient donc une des zones où l'on trouve des Kuluna. Mais le Kuluna, on le trouve maintenant dans la ville de Kananga, dans la ville de Mbujimayi, à Lubumbashi, et à Kolwezi, à Tanganyika. Donc ça devient un système national que je déplore chaque fois. Et tant qu'opérateur culturel, et tant que metteur en scène, j'ai toujours eu la question d'interroger sur ce phénomène, de me dire que
Il faut qu'on arrive à éliminer ces systèmes, que ça puisse se terminer dans notre pays. Mais avant d'arriver sur les solutions peut-être que vous allez proposer en tant que metteur en scène, en tant qu'homme de culture, quelle est l'origine? Qu'est-ce qui a poussé ces jeunes à se livrer à ces phénomènes, puisque à leur âge, on les voit, c'est des jeunes qui n'ont pas encore dépassé l'âge de la scolarisation. Normalement, ils doivent être des élèves, des étudiants parmi eux. Pourquoi est-ce que ces jeunes-là sont de la rue en train de se comporter ainsi? La première des choses, c'est le manque de la responsabilité des parents. Les parents manquent comment éradiquer leurs enfants. La deuxième des choses, c'est le chômage. La troisième des choses, c'est l'insécurité. L'insécurité, qu'est-ce que je parle de l'insécurité? Où la police ne sait même pas comment éradiquer ces gens. La police, je peux dire que c'est mettre à collaborer maintenant avec ces jeunes délinquants. C'est là que les bas blessent. Voilà un peu les comment expliquer comment est-ce qu'ils collaborent? La police c'est la sécurité. Comment est-ce que la police peut collaborer avec des délinquants? Je vais m'expliquer. Oui. La police collabore si vous allez dans des sociétés, dans des maisons d'arrêt, vous allez trouver d'autres personnes que vous allez vous poser des questions, de regarder même la morphologie de la personne, vous lui dites que non, ce monsieur c'est un Koulouna, habillé en tenue de police. Et la personne, quand on les regrette comme des éclaireurs, parce que ce sont des jeunes gens qui connaissent vraiment des recoins donc de la capitale et des quartiers. Ce sont eux là qu'on met devant comme des éclaireurs. Ce sont eux qui commencent à aller faire des bêtises. Voilà un peu ces histoires que moi j'appelle souvent pour dire que c'est la chose qu'on déplore, que la police doit être neutre. La police doit être au centre du développement et de la sécurité de la nation. Pourquoi ces jeunes gens ne jouent pas avec les militaires? Parce qu'ils savent que les militaires ne collaborent pas avec eux. Voilà un peu tellement que la police commence à collaborer avec eux, commence à blaguer avec eux. Ils se sont familiarisés. Voilà un peu. Vous avez dit que dans les années 2005, il y a eu une tentative quand même de gestion de cette situation qui avait quand même diminué. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu qu'est-ce que le pouvoir avait mis en place à cette époque? En 2005-2006, le pouvoir avait mis un cadre là donc de rééducation. On avait commencé avec les systèmes de dénonciation. On commence à dénoncer, donc on demande aux populations de commencer à dénoncer. Et c'est parti là parce que c'était un peu dans des quartiers un peu reculés comme je venais de le dire. Et ça avait fait un peu le semblant de baisser. Arrivé en 2006, à la fin de 2006-2007, c'est pendant les élections de 2006. C'est là que la chose va s'empirer encore. Mais en 2010, si ma mémoire est bonne, en 2010, le gouvernement va mettre en place 2013, le gouvernement va mettre en place l'opération qu'on appelle l'opération Likofi, ou l'opération de coup, le coup de force. Ces coups de force, l'opération des coups de force, c'était d'éliminer tous les Koulounas dans la ville de Kinshasa, c'est-à-dire les tuer. Et on a commencé à massacrer. Peut-être parce que ça a commencé à prendre l'ampleur. Oui, puisque déjà en 2006, pendant les élections de 2006, puisqu'il y a eu dans notre pays, en Afrique, c'est toujours des élections, toujours. Le chaos, c'est lorsqu'il y a les élections. Lorsqu'il y a les élections, il y a des divisions. C'est ce qui amène souvent les Koulounas, souvent, ils vont dans des camps de l'opposition, ou soit du gouvernement en place. Il y a des choses un peu... Ils sont manipulés par les hommes politiques. Ils sont manipulés par les hommes politiques. Ils sont manipulés, instrumentalisés, ces jeunes gens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils se voient un peu clairs, comme s'ils connaissent tout. Ils connaissent toutes les autorités du pays, politico-administratives et même militaires.
que nous autres, nous ne connaissons même pas, mais eux, ils connaissent ces personnes-là. Voilà un peu, ce sont des choses que nous déplorons. Alors en 2013, on a commencé avec l'opération de porte en porte, où on a commencé maintenant à éliminer ces jeunes gens. On vient dans la maison, dans la parcelle, on trouve qu'il y a 5 colonnes dans la parcelle, on va les battre, les abattre sur place. On les tue. Lorsqu'on les tue, et ça y est un peu, ils ont commencé à fuir la capitale pour aller dans des provinces comme le Congo central et le Bandundu. Les autres sont partis même dans les Kasaï, les autres sont partis je ne sais où. Mais aujourd'hui, le phénomène est devenu national. De 2013 jusqu'en 2016, la situation était devenue un peu calme, je vous dis calme. Vous pouvez circuler la nuit et puis rentrer même tard quand vous voulez. Arrivé en 2016, lorsqu'il y a eu les tentatives donc, du troisième mandat du président honoraire Kabila, oui. Le phénomène est rentré encore. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le phénomène est dépassé même au coup. La situation est devenue catastrophique. Ce n'est même plus comme c'était à l'époque de Kabila. Pour le moment, je vous dis, c'est pire. Puisqu'il y a même des milices, des partis politiques qui se comportent aussi comme ces Koulouna-là, avec des machettes, avec des bâtons, avec je ne sais pas quoi que ce soit, avec des cailloux, des milices de partis politiques. Vous voyez? Donc c'est pour dire que ce sont des gens un peu manipulés. Aujourd'hui, si le gouvernement arrive encore à mettre, le gouvernement aujourd'hui, je peux dire que, pas à mettre, il vient de mettre encore un autre système, qu'on appelle le système Ndobo. C'est le système-là que j'avais dit qui est comme le système de 2010-2013. Mais celui de 2013 était, moi je peux dire, était bon. Pourquoi? Chez nous, dans notre pays, quand on tue quelqu'un, on l'arrête, on le frappe, les gens ont peur. Mais lorsqu'on l'arrête, on le met en prison, il n'a pas peur. Il sait qu'il va sortir. On va lui payer la caution et il va sortir de la prison. Et lorsqu'il va, le même jour qu'il va sortir, le matin ou à midi, le soir, la personne qui vient de la prison va commettre encore donc de bévis. Effectivement, on a eu des témoignages de Koulouna même qui disaient que c'est-à-dire des Koulouna condamnés à mort qui disaient même que s'ils sortaient, ils allaient régler les comptes de leur bourreau. Comme s'ils n'ont peur de rien. Ils sont sûrs qu'ils n'allaient pas mourir. Oui, mais c'est comme la chose, vous l'avez bien expliqué là au début, lors de votre présentation, vous avez parlé donc, de la peine de mort. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le gouvernement pour le lever donc des moratoires de la peine de mort. Je souhaite que le gouvernement applique cela. Alors, donc, nous allons rentrer maintenant dans cette deuxième phase de notre interview, c'est-à-dire la peine de mort. Le gouvernement congolais a décidé de façon radicale d'éradiquer le phénomène, comme l'a dit le ministre de la Justice, zéro Koulouna en RDC. Vous dites que vous êtes d'accord. Expliquez-nous. Oui, je suis d'accord avec le ministre. De ces points-là, je suis tout à fait d'accord avec le gouvernement. Je n'ai jamais été tout à fait d'accord avec le gouvernement, mais sur ce point, je suis d'accord avec le gouvernement. Pourquoi? Nous, opérateurs culturels, étant metteur en scène, je peux sortir avec ma compagnie. Je vais jouer quelque part, je me produis. Et quand je rentre aux heures tardives, c'est-à-dire que 20h, passé 21h, j'ai peur de pouvoir rentrer chez moi. Dernièrement, il y a une de nos consoeurs d'une chaîne de télévision congolaise qui a été tuée lorsqu'elle est rentrée après la conférence du journal à 23h. Oui. Pourquoi? Et aujourd'hui, si le gouvernement n'applique pas sa peine de mort, le gouvernement n'applique pas cela, toutes ces personnes qu'on a tuées là, où se trouvait le droit de l'homme? Et toutes les familles qui sont aujourd'hui bouleversées. Moi-même, j'ai été victime de ces Koulouna.
J'ai été ravi, mon ordinateur. Les Koulouna m'ont massacré avec des machettes. Heureusement, chose grave que je n'ai pas été blessé. Il m'a tapé avec donc de points, donc seulement des machettes au lieu de me poignarder. Vous voyez un peu des choses un peu pareilles. Alors, lorsque le gouvernement a pris ces mesures, j'ai dit, voilà l'occasion louable que nous pouvons quand même tous nous mettre derrière le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre donc de la Défense, pour combattre un peu ce système. Aujourd'hui, si on commence à tuer, on arrête, on tue, vous allez voir ces jeunes gens-là, ils vont fuir. Ils vont fuir et ils vont cesser. Pourquoi ces jeunes gens-là font ces choses-là? Ils prennent des alcools, des boissons alcooliques là qui viennent donc de la Tunisie, de l'Inde, fabriqués par les Indiens, fabriqués par les Égyptiens, fabriqués par les Libanais, fabriqués également par... c'est les Asiatiques. Et l'Afrique, nos frères de l'Afrique maghrébine qui sont au pays. Et c'est là qui viennent de l'Angola. Ce sont des choses que nos jeunes gens-là prennent pour s'enivrer. Et aujourd'hui, si le gouvernement se met têtu, parce que le gouvernement est la mère, je peux dire le gouvernement est la mère de discipline. Il est la mère de pouvoir orienter. Le gouvernement n'est pas quelque chose qu'on peut blaguer avec. Moi, je mets le gouvernement maintenant comme une personne. C'est-à-dire que c'est comme un papa ou une maman de la maison, de la famille, quand ils se mettent pour donner la discipline dans sa maison, aucun voisin ne peut venir lui dire que non, pourquoi tu es en train d'éradiquer ton enfant comme ça. Non. Et lorsque les voisins là vont commencer maintenant à inciter, à intimer des ordres à notre gouvernement, je peux dire que non, ça devient un problème. C'est-à-dire que je peux dire que ce sont eux qui viennent. Ok. On vous comprend bien, Justin. Mais toutes mes excuses. Oui, vas-y. Il y a une vidéo qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux. Je vous ai envoyé cette vidéo-là. Ça avait commencé en 2011-2012. 2012, la chaîne de télévision TV5, pour ne citer que cela, et le RFI, sont allés à la découverte de ces jeunes gens lors du 11e sommet de la francophonie. Ils sont allés trouver ces jeunes-là. Aujourd'hui, ils ont fait encore. Trouver ces jeunes pour faire un peu de reportage, pour poser aux jeunes gens comment ils les appliquent, leurs histoires. Je me dis, comment le TV5 a su que ces jeunes-là, gens-là, c'est qu'à c'était l'endroit. Mais c'est ça, c'est des journalistes. On a eu des informations. Ça, c'est... Voilà. Ouais. Mais sinon, moi, j'étais contre un peu cela. Parce que ce sont eux aujourd'hui qui disent que non, comme on applique la peine de mort, c'est très dangereux. Alors, c'est là que les Koulouna ont tué aujourd'hui. Les Koulouna ont tué des familles, des milliers et des milliers d'hommes. Est-ce que le droit de l'homme vient pour dire que non? Pourquoi les Koulouna font comme ça? Le gouvernement, il faut appliquer telle mesure. Il n'applique pas. Qu'on laisse le gouvernement appliquer la peine de mort, tuer tous les Koulouna, les éliminer sur le sol congolais, et le Congo sera comme le Congo d'antan. Justin, merci, on vous a bien écouté sur votre position, mais vous savez que la question de la peine de mort est une question vraiment qui est en conflit avec les droits de l'homme. En Côte d'Ivoire, ici, on a un acteur des droits de l'homme, Dr Bogasako, qui a réagi sur cette affaire de Koulouna et qui a condamné véritablement l'exécution de cette jeunesse. Vous voyez, ce sont des jeunes, c'est l'avenir du Congo. C'est vrai, peut-être ils ont pris le mauvais chemin, c'est condamnable, il n'y a rien à dire. Mais tuer des jeunes, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de tuer des valeurs du Congo de demain? Oui. Le gouvernement avait instauré un système dernièrement en 2020, 2021 et 2022.
il a instauré un système de pouvoir commencer à récupérer ces jeunes, les envoyer dans le Kanyamaka CC, où ils seront éradiqués. C'est-à-dire, on les met comme des hommes de demain. Il y a ceux-là qui sont partis dans l'armée, il y a ceux-là qui sont partis comme des pilotes, d'autres des machinistes des trains, d'autres des chauffeurs. Ce sont des solutions, bien sûr. Pourquoi n'avoir pas véritablement mis en place ce projet-là pour pouvoir les aider? L'exécution, sincèrement, la vie, elle est sacrée. Je peux vous dire que je ne suis pas porte-parole du gouvernement pour défendre le gouvernement. Oui. Je ne suis pas du côté du gouvernement. Moi, je suis du côté des victimes. Opérateur culturel. Je suis au centre. Moi, je dis que j'aime dénoncer des choses. Si le gouvernement fait mal, je dénonce. Si le citoyen congolais fait mal, je dénonce. Je suis au centre, je suis opérateur culturel, je suis éducateur. Ce projet n'a jamais pris fin, n'a jamais été abandonné par le gouvernement, à ce que je sache. Ces jeunes gens n'aiment pas travailler. Quand on parle de jeunes gens, il y a ceux-là que vous pouvez voir aujourd'hui à la télévision, ils se disent que non, moi j'ai 12 ans, j'ai 11 ans, j'ai 16 ans. Non, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Il y a des gens là que vous pouvez voir aujourd'hui à Kinshasa, vous le regardez comme ça, vous pouvez croire qu'il peut avoir, je ne sais pas, même 19 ans. Mais si vous entrez en profondeur, il a 35 ans. C'est la même chose avec ces jeunes gens de Kouloune qui se disent aujourd'hui des jeunes gens. Ce sont des gens adultes qui savent ce qu'ils font. Vous demandez l'autre, j'ai vu une interview, j'ai suivi également ensemble avec vous, qui a dit que non, la Bible déclare ceci. Dans les jours à venir, les enfants ne vont pas obéir à leurs parents. C'est ce que nous sommes en train de faire pour accomplir la parole de la Bible. Est-ce qu'un mineur peut dire cela? Ce sont les Koulouna qui disent des choses comme ça. C'est les Koulouna qui disent ça. Est-ce qu'on peut dire... Maintenant, la personne en question, il s'est dit qu'il a 11 ans. Est-ce qu'un enfant de 11 ans peut prononcer, peut savoir un peu cette histoire? C'est du mensonge. C'est du mensonge. Avec leurs conseils. Leurs conseils, les avocats conseils qui sont en train de partir ensemble avec eux, qui leur disent que non, quand vous arrivez là-bas, disent que non, vous avez 15 ans, vous avez 10 ans, vous avez 12 ans, vous avez 17 ans, pour ne pas dire 18 ans. Vous voyez? Mais la cour sait déjà que non, cette personne, en le regardant comme ça, il ne peut pas avoir cet âge-là de 15 ans. Puisque même le raisonnement d'un enfant de 15 ans dans mon pays, quand il raisonne, vous allez croire directement qu'il a 15 ans. Mais quand quelqu'un réagit dans des choses là comme ça, sous les effets de bombées, sous les effets de l'alcool, sous les effets des chanvres, sous les effets du sang des chats qui les prennent et des chiens, parce que c'est les pratiques qu'ils utilisent, ce sont eux-mêmes qui disent cela. Ce sont eux-mêmes. Nous, on ne connaît pas ça. Ce sont eux-mêmes qui prononcent ces choses-là. Voyez-vous un peu? Alors, moi, je reviens encore sur ce point pour dire que non, la peine de mort, pour le moment, c'est obligatoire. Mais je ne peux pas, parce que la peine de mort, je ne sais pas, dans l'autre contexte que le gouvernement applique, ce n'est pas seulement la peine de mort sur le plan sécuritaire pour éduquer ces jeunes gens, mais sur le plan politique. Je ne sais pas, ils appliquent, c'est pour sur le plan politique. Je n'aime pas m'y mêler là-bas dans leur position. J'aime vraiment me mettre sur le plan de Koulouna pour éradiquer et terminer ce système, comme le ministre de la Justice l'a dit, même le ministre de l'Intérieur l'a dit aussi. On ne veut pas voir les Koulouna avec notre opération Ndobo. Vous savez, Ndobo, c'est appelé comme... c'est l'hameçon. L'hameçon qu'on jette dans l'eau pour pêcher donc le poisson. C'est ce que nous appelons en lingala Ndobo. Tous les Koulouna seront pêchés, c'est ce que ça veut dire? Seront pêchés, oui. Ok, en tout cas, je pense qu'on a fait quand même le tour, hein. On a compris votre position et les raisons de cette position.
Je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose avant que nous ne mettions un terme à cette émission. C'est que je vais demander d'abord à la communauté internationale de savoir que la vie humaine est sacrée. Il y a des parents, il y a des enfants. Moi, je connais plusieurs personnes que moi je connais qui sont autour de mon quartier, qui ont perdu que les jambes amputées, les bras, les yeux. Donc, que la communauté internationale puisse venir d'abord enquêter d'abord sur les gens là et ceux-là qui sont morts. Et après, la communauté internationale pourrait prendre maintenant des décisions, des mesures pour dire que non, avec ce que ces jeunes gens-là ont fait, vous pouvez faire ceci. Puisque l'éradiquer, les dire que non, voilà, on va vous mettre à l'école pour faire ceci. Est-ce que c'est terminé? Les plaies qui sont dans des familles, des gens là qui ont perdu leurs personnes, leurs âmes. La deuxième des choses que je vais demander encore au gouvernement, de pouvoir mettre les ordres sur la pression sur les agents de la sécurité, que j'appelle, et surtout la police. De dire que la police n'est pas ennemie de la nation. Mais dans notre pays, quand vous vous promenez la nuit, 20h, 19h, si vous vous croisez avec un policier, avec une bande de policiers devant, déjà tu commences déjà à pleurer. Tu es dans l'insécurité déjà. Tu vois que tout sera déporté. Que nous demandons au gouvernement de pouvoir s'impliquer à fond pour doter de la police des éléments ou donc de technicité propre à la police. Voilà. Vraiment, merci beaucoup Justin Pametoyi. Je rappelle que vous êtes homme de l'art, vous êtes metteur en scène, directeur artistique du groupe Académie Théâtre de la RDC Kinshasa. Avec vous, on parlait de la situation des Kuluna. Le sujet, c'était peine de mort sur les Kuluna en RDC, justice ou dérive gouvernementale. Nous avons été très très heureux d'avoir connu votre position, d'avoir aussi écouté sur l'historique de ce phénomène en RDC. Toutes les fois que vous avez besoin de Canal Ivoire pour véritablement communiquer sur vos activités culturelles ou bien même d'autres sujets, vous pouvez nous contacter. C'est été un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre chaîne. Je vous remercie infiniment.